Nous remercions NordVPN pour nous soutenir dans notre travail, malgré des thématiques parfois délicates. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie sur l'armée de l'air et de l'espace français. La France a donc effectué en ce début de décennie 2020 le renouvellement et l'expansion de ses capacités satellitaires. Tous ces moyens apporteront une aide indispensable à la conduite d'opérations militaires, que cela soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Il devient aujourd'hui quasiment impossible pour l'état-major d'envisager la réussite d'une opération militaire sans les outils satellitaires. Ces outils, de plus en plus précieux, sont dénués de tout système de protection. Ils sont exposés à toute action malveillante de pays pouvant souhaiter porter atteinte à la capacité d'action militaire de la France ou simplement tester nos capacités. Et c'est là que le changement de doctrine et la création d'un commandement de l'espace prend tout son sens. La France comprend que sa flotte de satellites lui est essentielle et qu'elle est devenue de facto un élément de vulnérabilité. Le développement d'une capacité de défense spatiale française apte à protéger ses intérêts dans l'espace est aujourd'hui enclenché et devrait à très court terme commencer à se matérialiser. En termes de doctrine, il s'agit de passer d'une maîtrise de l'espace à un contrôle de l'espace. C'est-à-dire de passer d'une simple capacité d'utilisation de ce milieu à la possession de moyens capables d'agir dans ce milieu. Le spatial français va donc se dédoubler d'une simple fonction de soutien aux activités de sécurité sur Terre, il va dorénavant également remplir des missions de sécurité des activités dans l'espace, c'est l'objet du programme ARES. Pour mener à bien ces nouvelles missions, l'armée de l'air et de l'espace va devoir développer au travers du programme ARES, Action et Résilience spatiale, 3 catégories d'activités. Tout d'abord, il lui faudra renforcer ses moyens de surveillance et de détection dans l'espace. Ensuite, l'ajout et l'intégration de suites de protection passive sur chacun des nouveaux satellites. Et cela constituera là un premier pas vers la militarisation de nos systèmes orbitaux. Et enfin, le développement de capacités d'action dans l'espace sera la dernière phase de matérialisation de la nouvelle stratégie spatiale de défense. Commençons donc tout d'abord avec le renforcement des moyens de surveillance et de détection dans l'espace. Pour l'observation de l'orbite basse, la France dispose du programme GRAVES, Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale, entré en service opérationnel en 2005 et développé par l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Le système GRAVES constitue un atout stratégique majeur unique en Europe. Développé avec un budget extrêmement réduit, il est un exemple de réussite franco-française. Il détecte les objets en orbite basse, entre 400 et 1000 km d'altitude. Il est constitué d'un système radar fixe au sol qui observe les cibles traversant le ciel. Il permet donc aux militaires français d'avoir des informations sur les mouvements des satellites et autres objets en orbite basse. Seuls les États-Unis, la Russie et la Chine, comme bien souvent, disposent d'une telle capacité, mais le système GRAVES accuse bien sûr aujourd'hui son âge, notamment face au développement de satellites furtifs et de nanosatellites. Son successeur est donc en cours de définition. Une première capacité opérationnelle sera d'ailleurs prévue courant 2023 et une pleine capacité est visée à l'horizon 2030. Concernant la surveillance de l'orbite géostationnaire, les moyens utilisés sont les télescopes Tarot du CNRS. Ces capacités sont complétées par les services de GeoTracker mis en place par Ariane Group. GeoTracker s'appuie sur un réseau de 6 télescopes à travers le monde. Ce sont des télescopes qui ont permis d'identifier notamment le satellite russe responsable de l'espionnage du satellite franco-italien en 2017. De nouveaux télescopes feront probablement l'objet d'un développement à l'échelle européenne pour augmenter les capacités de détection. L'utilisation de radars pourrait également s'avérer utile, même si concernant les orbites lointains, le ministère des Armées a fait le choix de l'envoi de satellites de surveillance directement sur place. La France envisage en effet d'envoyer des satellites pour surveiller ce qui se passe au-delà de l'orbite basse. Il s'agit du programme Yoda. Avec le programme Yoda, la protection de nos satellites est devenue une priorité pour le ministère des Armées. Le problème, c'est que personne n'a encore d'idée très précise de ce à quoi pourrait ressembler un conflit dans l'espace. Différentes pistes ont déjà fait l'objet de développement par certaines puissances. Les travaux les plus avancés dressent la liste potentielle suivante. Tout d'abord, les armes cinétiques, les missiles et les balles. Elles ont le défaut d'engendrer de nombreux débris au moment de la destruction du satellite, ce qui peut se révéler contre-productif pour l'ensemble des nations, y compris pour celles ayant lancé l'attaque. À ce jour, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde sont les seules puissances à avoir fait la démonstration de la maîtrise des missiles anti-satellites. Nous avons ensuite les armes à énergie dirigée, c'est par exemple les lasers ou les impulsions électromagnétiques.
Elles semblent être des pistes intéressantes, les lasers ayant l'avantage de pouvoir être dosés selon le niveau de dommage que l'on veut causer à un satellite, en partant d'un simple éblouissement des capteurs jusqu'à l'atteinte structurelle potentiellement destructrice pour le satellite ciblé. Si peu d'informations sont disponibles, on sait que l'ONERA travaille depuis 2016 sur le développement de lasers. Un tir depuis le sol a réussi à neutraliser momentanément un vieux satellite d'observation français. Il est donc très probable que le laser sera la technologie phare des premiers satellites défensifs français. Et enfin, pour finir, nous avons bien sûr le piratage informatique. On croise ici les deux nouveaux champs de conflictualité, le cyberespace et l'espace extra-atmosphérique. On peut ici envisager la possibilité par piratage de prendre le contrôle d'un satellite et de lancer une procédure de désorbitage par exemple, que cela soit en plongeant le satellite dans l'atmosphère ou en l'envoyant dans les confins du cosmos. Et donc pour commencer à se prémunir contre ces multiples menaces, les prochains satellites Syracuse 4 devraient être dotés de caméras qui permettront à l'état-major de surveiller l'environnement immédiat du satellite. Ces caméras permettront d'anticiper les attaques et d'identifier l'agresseur. Une conception durcie pour offrir davantage de résistance face aux attaques électromagnétiques ou laser est également au programme. Il est fort probable que les prochaines générations de satellites, je parle ici bien sûr de Iris et de Céleste, bénéficieront de suites de protection plus complètes, plus aptes à protéger le satellite contre un large éventail de menaces, avec probablement l'embarquement de systèmes laser. À ces satellites plus résilients viendra s'ajouter un renfort d'un nouveau type, les satellites Yoda pour yeux en orbite pour un démonstrateur agile. Le développement de ce projet est confié au CNES. Ce programme se déroulera en 2 phases successives. D'abord, la création d'un démonstrateur qui sera mis en orbite en 2023, puis son déploiement à la fin de la décennie vers 2028 ou 2029. Un rapport parlementaire vient nous donner quelques détails techniques concernant ce futur garde du corps des satellites Syracuse. Il est indiqué que le démonstrateur sera constitué de 2 nanosatellites d'un poids de 10 à 20 kg. La mission de ces satellites sera de se placer à proximité des satellites français tels que les Syracuse et d'assurer la surveillance dans leur environnement immédiat. Concernant leur capacité à intervenir et à repousser une éventuelle action hostile, aucune information n'est bien sûr disponible, mais il est fort probable que ces satellites, à l'image du personnage de fiction, seront malgré leur petite taille parfaitement aptes à défendre les satellites français. Et terminons cette vidéo en parlant du développement de capacités d'action dans l'espace. Nous l'avons vu, les satellites Yoda représenteront une protection pour nos satellites en orbite géostationnaire. Cependant, ils n'offriront pas une protection aux satellites situés en orbite basse. Et afin de ne pas laisser ces derniers sans protection, on peut penser à un développement de systèmes de laser par exemple basés au sol, à l'image de l'expérience menée par l'ONERA sur un satellite Spot. Aussi, outre les lasers et les satellites, la capacité d'action pourrait également passer par un véhicule spatial manœuvrant, à l'image du drone spatial américain X-37. L'état-major français envisage le développement de ces capacités à l'horizon 2035. Ce drone donnerait en effet une capacité d'action considérable dans les orbites basses à la France, et d'ailleurs le Space Rider, un concept développé par Thales Alenia Space et Dassault, constitue le projet européen le plus avancé à ce stade. Ce véhicule spatial permettra en effet une certaine souplesse d'action, comme par exemple la possibilité de capturer un satellite endommagé, de le ramener sur Terre pour le réparer, puis de le replacer en orbite. Un tel drone armé représenterait également un formidable système d'armes en orbite, avec un armement reconfigurable à chaque retour sur Terre et une résistance face aux armes à énergie dirigée grâce à son bouclier thermique. Comme vous le voyez donc, la France, et même les puissances au sens général du terme, sont donc bien avancées, plus avancées même que ce que l'on pourrait penser. Mais n'oubliez pas que nous restons encore dans les prémices de la guerre spatiale, et je pense notamment que la lettre de préparation militaire française nous réservera encore de nombreuses surprises dans le domaine de la guerre spatiale. Un grand merci à tous, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, vous aurez quelques bonus disponibles en fonction du grade qui sera choisi, et moi je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, que nous soyons en France ou à l'étranger, notre connexion internet est une porte ouverte sur notre vie privée. Notre data est constamment utilisée et analysée, et il est donc important de sécuriser nos connexions. C'est ce que nous permet NordVPN, un abonnement vous offre un accès sur 6 appareils différents. Dans mon cas, je l'utilise sur mon PC fixe, ma tablette et mon smartphone, et je dois dire que j'en abuse souvent lors de mes déplacements, par exemple quand je dois utiliser des réseaux publics. Au-delà de la confidentialité et de la sécurité, NordVPN vous permet aussi d'accéder à du contenu disponible uniquement dans certains pays.
Je pense par exemple à certains reportages ou des émissions inaccessibles en France. En quelques clics, il est ainsi possible de se connecter à un serveur américain et d'accéder par exemple à The Roku Channel, qui est un service de streaming gratuit uniquement disponible depuis les États-Unis. Rendez-vous donc sur nordvpn.com/terabellum pour obtenir un abonnement de 2 ans plus un cadeau bonus, le tout avec une énorme réduction. Vous êtes satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours.